Alors, bonsoir à tous, déjà ceux qui sont présents et puis également ceux qui sont en visioconférence, hein, et également meilleurs vœux puisque nous sommes encore en janvier. Donc, je vais vous présenter notre travail de 2023 avec Dominique et puis également l'ensemble du groupe Bois et Forêt qui concerne une étude sur le développement du bois énergie en France métropolitaine et une analyse des risques et des réalités constatées sur le terrain. Euh, Alors, c'est toi Aujourd'hui. qui vas animer. Ah oui, pardon, si, T'appuies donc, si, c'est ça, hein. Oui, c'est là. Voilà. Voilà. Alors, le groupe se compose d'Aline Baguet, Mehdi, Antoine, qui ont été les relecteurs de l'article que nous avons réalisé. Paul a été un relecteur plus un correcteur, puisqu'il nous a aidé à améliorer la lisibilité, pardon, de l'article. Et la base de cet article part de l'expertise, on va dire, de Dominique Lefort, avec qui j'ai travaillé pour préparer l'ensemble du document. Alors, le document s'articule sur une première présentation de la forêt métropolitaine pour avoir un état des lieux général de la situation. Ensuite, on étudiera la manière dont la forêt métropolitaine a été exploitée et est exploitée actuellement. Et puis, on fera une analyse également sur le contexte forestier actuel avec euh, des contraintes sur la forêt qui sont assez fortes. Et ensuite, je vous parlerai du modèle présenté par l'ADEME à compter de l'année 2015 et sur les années qui ont suivi, qui porte le nom de gestion dynamique progressive des forêts, qui est un changement radical de la méthode d'exploitation des forêts par rapport au modèle habituel qui existait depuis des décennies. Et enfin, nous conclurons sur l'ensemble des préconisations qui vont être plus détaillées que celles que vous pouvez trouver dans le document que nous avons réalisé. Alors, le déroulé, je vais essayer d'aller assez rapidement pour que Dominique puisse avoir le maximum de temps pour présenter ce qu'il a à dire également. Ensuite, on pourra avoir quelques questions-réponses. Et puis, comme on se voit donc après au restaurant, on pourra également poursuivre la discussion à cet endroit. Voilà, donc l'état des lieux de la forêt métropolitaine. Donc, métropolitaine, ça veut dire que ça exclut complètement tout ce qui est des départements et territoires d'outre-mer. Donc, c'est uniquement l'Hexagone qui est considéré dans les études qui sont faites. La forêt française donc, est en croissance au niveau de sa superficie depuis près de 200 ans, avec une inflexion à partir du début du XXe siècle. Donc, on a une progression qui est de l'ordre de 0,6% sur 120 ans à peu près. Et les dernières années, on a même eu une augmentation accentuée, puisqu'on a à peu près une croissance sur les 30 dernières années de 0,7% de la superficie du couvert forestier en France. Donc un couvert forestier qui n'a pas toujours été le même, puisqu'en fait au début des années 1900, eh bien, on avait surtout la partie est qui était couverte de forêt, avec historiquement, donc, depuis Napoléon, l'Aquitaine qui était couverte de résineux pour stopper les avancées de sable dans les territoires. Et depuis 1908, là on ne voit pas la date, mais c'est 1908, donc la forêt s'est étendue et elle s'est densifiée à l'endroit où elle était déjà existante et s'est largement développée dans certaines régions, notamment le centre de la France et le pourtour méditerranéen. Alors, les forestiers ont pour habitude donc de travailler sur ces deux cartes-là. Donc, on a une première carte qu'on appelle la carte Gréco, qui rassemble en fait 11 zones typiques qui sont des zones climatiques. Donc, on a par exemple la zone méditerranéenne en bas qui est en orange, les zones océaniques avec la Bretagne et puis toute la partie Charente, Aquitaine. Et ensuite, ces différentes régions sont redivisées en régions plus petites qui sont des microclimats. Et je vous montre ces deux cartes-là, puisqu'en fait, comme il va y avoir besoin de reboiser les forêts, ça montre l'étendue de la difficulté, puisqu'en fait, les territoires sont vraiment spécifiques quand on s'y intéresse
euh, de près au niveau niveau local. Alors, les chiffres, alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent, donc j'ai décidé de mettre vraiment l'essentiel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 31%, donc à peu près un tiers du couvert forestier qui couvre le territoire français, la métropole, avec 17 millions d'hectares. La propriété donc est divisée entre le privé et l'État à proportion de 75% pour le privé et 25% pour l'État. Ensuite, donc, concernant l'État, donc les forêts se divisent en forêts domaniales ou en forêts communales. Le volume de bois sur pied a doublé donc en 50 ans, donc ça c'est la progression que je vous ai montrée au début. Et la répartition entre les feuillus et les conifères, c'est 70-30 environ. Donc les gestionnaires de ces espaces, c'est l'ONF pour l'État, et on a des gestionnaires privés donc qui généralement sont des prestataires qui agglomèrent plusieurs propriétaires souvent pour gérer des espaces forestiers suffisamment grands pour que ce soit utile de le faire. Euh, donc ces gestions, surtout l'ONF, donc suit des politiques publiques qui sont soit régionales, soit étatiques. Et on a également donc des labels qui permettent de gérer de certaines façons les forêts et d'avoir par exemple des, des- des caractères environnementaux qui sont respectés. Alors les objectifs qui sont visés par l'État, bon, c'est déjà d'optimiser la production de bois, puisqu'en fait la forêt est vraiment orientée pour avoir le maximum de production de bois, la meilleure production de bois possible compte tenu des besoins. Et dans les textes maintenant, donc, sont rajoutées de plus en plus des notions qui n'étaient pas là avant, comme la préservation et la durabilité de la forêt pour les générations futures. Et ensuite, l'accent est mis très fortement sur la neutralité carbone de la forêt en 2005. Donc on verra tout ça dans les diapos qui vont suivre. Alors, j'en finis avec la première partie. Deuxième partie, donc c'est l'exploitation de la forêt. L'exploitation de la forêt, bien, c'est comment on récolte le bois. Alors, le bois est récolté de deux manières. La première manière, donc, c'est du bois ce qu'on appelle autoconsommé, qui est destiné au chauffage, donc qui est réalisé par des particuliers à travers les affouages qui sont mis en lot chaque année par les communes dans leur bois. Et puis ensuite, on a un bois qui va être récolté sur l'ensemble des espaces, donc soit ONF ou alors les forêts privées, et qui va être un bois commercialisé pour faire donc du bois d'œuvre. Donc le bois d'œuvre, c'est du bois qui est utilisé pour faire par exemple des charpentes ou alors de l'ameublement. Et on va retrouver également donc, du bois industrie. Donc le bois industrie, c'est tout ce qui est panneaux de coco pressé par exemple pour réaliser donc, des sols, des choses comme ça dans le bâtiment. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que chacune des deux filières que je viens de citer, qui concernent donc le bois énergie et le bois industrie, ben, produisent des déchets assez conséquents, puisqu'en fait, la transformation de bois d'œuvre, on récupère uniquement, si je le dis bien, c'est 36%, et le bois, donc la transformation de bois industrie, c'est uniquement 19% qui va être récupéré pour, enfin, utilisé pour réaliser des matériaux qui seront in fine vendus au grand public ou alors aux entreprises. Et ensuite, vous avez donc les grosses flèches rouges qui montrent en fait tous les déchets qui sont exploités pour faire ce qu'on appelle du bois énergie. Donc le bois énergie, c'est du bois qui va être utilisé uniquement pour être brûlé de façon à produire de la chaleur. Alors, il y a un petit rectangle bleu qui s'est rajouté depuis presque une vingtaine d'années maintenant, qui concerne donc le bois énergie, c'est-à-dire que auparavant on récupérait des déchets qu'on brûlait pour produire de la chaleur, et progressivement on va exploiter directement la forêt. C'est un laser. Ah, alors il y a un laser. Un laser. Ah, c'est ici. Ah voilà, très bien. Merci Paul. Alors ici, donc, le bois énergie. Le bois énergie, donc, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher directement en forêt du bois pour l'exploiter, donc les transformer immédiatement entre la coupe directement en bois énergie.
Alors, ce qui est important à comprendre également, c'est que deviennent ces bois, puisqu'en fait, ils vont pas avoir la même durée de vie. Donc, le bois énergie, il va être consommé, on va dire, dans les 2 ou 3 ans, puisqu'en fait, il est destiné à être vendu pour du chauffage, et sa durée de vie est très courte. Et ensuite, donc, les, les autres bois, donc le bois d'œuvre et puis le bois d'industrie, ont des durées de vie beaucoup plus importantes, qui sont estimées entre 35, enfin 25 et 35 ans. Euh, voilà. Alors, ce qui est important de voir, c'est que il y a une grosse partie de la production, enfin de la récolte annuelle, qui est destinée du bois énergie, donc 68% qui est consacré à ça. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est à peu près 2 tiers du bois qui est brûlé, enfin, qui est récolté, qui est brûlé dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Alors, la surface de bois qui est coupée chaque année, ici, c'est 0,2%, donc c'est une infime partie de la forêt. Quand on interroge des forestiers, l'ensemble des forestiers vous diront qu'il n'y a pas de problème, les forêts sont là pour fournir du bois. On a du bois en conséquence, donc en France, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et l'accroissement, enfin, ce qui est récolté, correspond à 60% de l'accroissement naturel constaté sur la forêt, ce qui veut dire que la forêt continue de s'accroître malgré les récoltes conséquentes que l'on constate. Voilà, et donc dernière chose que je voulais vous dire, donc c'est ici, donc on a le total de la production, donc la récolte qui évolue de cette façon-là, avec le bois d'œuvre et le bois d'industrie qui ont tendance à se tasser, et on voit que le bois énergie est en pleine progression depuis environ 2005-2006. Et c'est là où est on va dire, l'enjeu de notre discussion aujourd'hui. Et enfin, pour terminer sur cette diapo, il y a un principe qui ne sera plus respecté dans les années qui vont suivre le début de l'exploitation du bois énergie, qui est le principe d'utiliser d'abord le bois pour faire du bois d'œuvre. Ensuite, on utilise le bois pour faire du bois industrie, et tous les déchets devaient être utilisés comme du bois énergie. Ce n'est plus le cas actuellement, puisqu'en fait, directement, on a directement, on a directement donc du bois énergie qui est produit pour faire de la chaleur. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le bois énergie? Mais en fait, ce sont des engins mécanisés qui interviennent sur des parcelles qui vont couper des petits bois, donc de faible diamètre, hein. Et la production de ces machines-là est très importante puisqu'en fait, on a euh, pour faire 1 mètre cube de bois, on met moins de 2 minutes pour récolter 1 mètre cube de bois. Voilà, donc notre photo de la disposition, donc ce qu'on appelle donc ici ces petits bois là, s'appellent des javelles. Donc elles sont coupées, puis ensuite elles sont entreposées. Donc vous voyez que, on en reparlera juste après pour la biodiversité, mais le bois est considérablement euh, tassé, le sol est considérablement tassé par les engins, et ça a un impact sur la biodiversité et également donc la croissance des forêts. Alors, j'en parle là justement, c'est-à-dire qu'en fait, le sol de la forêt, une litière qui ensuite est consommée par des insectes, hein, qui vont transformer la matière en nutriments, et les nutriments vont être utilisés par l'arbre pour se nourrir et participent à sa croissance. Donc le fait qu'on ait, je ne sais pas si sur la diapo d'après, voilà. Donc sur la diapo d'après, donc on a des problèmes qui sont liés à l'exploitation du bois énergie, puisque la mécanisation amène un tassement des sols. Donc le tassement des sols va diminuer la possibilité de l'oxygène de rentrer dans le sol, va diminuer également la capacité de l'eau à s'infiltrer, et c'est un problème donc ça perturbe énormément les écosystèmes. Et on a des problèmes de fertilité également, puisque dans le bois énergie, les petites javelles qui sont récoltées sont entièrement récupérées pour faire ensuite des pellets, ou alors, par exemple,
la plaquette de chauffage. Et il faut savoir que dans les branches donc situées sur la cime ou les houppiers des arbres, donc la partie supérieure des arbres, les petites branches sont très très riches en nutriments et il est important de laisser ces branches au sol pour qu'elles puissent participer à la fertilité, à leur fertilité. Alors ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que le bois qui est entreposé est laissé au séchage pendant environ 5 à 6 mois, de façon à ce que les feuilles tombent au sol, ce qu'on appelle la technique de ressuyage, et ça permet donc de récupérer une partie des nutriments qui appartenaient avant à l'arbre et qui auraient été sinon emmenés directement chez l'exploitant qui va transformer le bois en coton. Donc on a une perturbation des écosystèmes qui est mesurable. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le tassement des machines agricoles dans la forêt eh bien, perturbe la croissance des arbres. Et on a des études qui ont été faites, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois que c'est entre 20 et 60% des sols qui sont coupés, qui sont tassés par les engins forestiers. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez énorme. Donc la première conclusion que je vous demande de retenir, c'est que la production de bois énergie, telle qu'on l'a vu, perturbe substantiellement donc, la biodiversité des forêts. Donc voilà une photo qui résume ce que je viens de vous dire. Donc on a sur la partie droite ici, on appelle des billons. Les billons sont ensuite découpés, donc c'est sans doute destiné à faire de la plaquette forestière. Et on peut avoir des diamètres beaucoup plus petits, qu'on appelle les javel, non et qui sont destinés à faire des pellets. Voilà, donc là on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc cette équation, enfin une équation plutôt, de savoir qu'il y a une rupture drastique, euh, principe de faire du bois d'œuvre, ensuite du bois d'industrie et du bois d'énergie avec les récoltes. Donc là on fait directement maintenant du bois énergie avec les récoltes et la production de bois énergie ne cesse d'augmenter ces dernières années. Par exemple, je ne sais pas comment c'est depuis 2006, mais depuis 8 ans, chaque année, il y a une production supplémentaire de bois énergie dans les forêts. Voilà. Alors, le contexte sanitaire forestier actuel. Donc ça, c'est pour montrer que sur cette augmentation d'exploitation, sur ces augmentations de production, eh bien, on a une forêt due au changement climatique qui n'est pas forcément toujours en bonne santé. Donc, on a une augmentation des épisodes météorologiques qui ont tendance à faire tomber les arbres. Donc, si vous allez en forêt, je ne sais pas si vous le faites régulièrement, moi j'y vais souvent. Donc, il y a énormément de chablis dans les bois. Donc, ça peut être du frêne, par exemple, qui tombe. Ça peut être d'autres arbres qui sont des arbres qui ont séché, comme le hêtre, par exemple, qui souffrent énormément de certaines situations de sécheresse. Ensuite, le manque d'eau, on en parlait, qui amène une mortalité supérieure à ce que vous constatez avant pour les arbres en forêt. Et enfin, donc, on a des attaques de ravageurs et de pathogènes. Là, c'est Aline qui m'a dit de corriger ce terme-là. En fait, les ravageurs concernent des insectes et les pathogènes concernent des champignons. Donc, il y a deux problèmes fondamentaux actuellement sur les forêts françaises. Donc, le premier, c'est les scolites, qui sont surtout impactants sur la partie jurassienne et puis les Vosges. Donc, c'est un insecte qui profite justement du stress des arbres avec les chaleurs et qui va rentrer entre l'écorce et le tronc pour faire des galeries et petit à petit va contaminer l'ensemble des populations d'une forêt. Et donc il y a des plans d'abattage drastiques dans le Jura, par exemple, qui sont prévus pour justement abattre des arbres qui sont atteints pour éviter que ça se propage ailleurs, même si parfois c'est un peu trop tard. Il y a aussi un autre problème qui a noté ici, c'est la calarose du frêne. C'est un champignon qui est importé d'Asie et qui décime les frênes. Donc, à peu près 10% des frênes sont morts à cause de ces problèmes-là en France ces dernières années. Donc, la deuxième conclusion que je vous demande de retenir, donc après la première,
c'est la mortalité accrue des arbres jeunes en forêt. Donc souvent, ce sont des arbres jeunes qui meurent dus aux tempêtes, manque d'eau et ravageurs et pathogènes. Alors voilà, par exemple, pour le scolyte, vous avez ici sur la région jurassienne, les Vosges et puis la Bourgogne, euh, l'impact du phénomène. Et puis ici, je vous ai mis un graphique qui montre que la forêt française est une forêt jeune, donc en fait elle est beaucoup exploitée, donc il y a beaucoup d'arbres, ça, ça s'étend, mais c'est une forêt qui est jeune, donc il y a beaucoup d'arbres qui ont des petits diamètres. Et voilà. Donc ces arbres-là ont tendance à moins supporter les chaleurs, et parmi les arbres qui meurent chaque année dans la forêt, donc 4 à 5%, eh bien, on a 93% de jeunes arbres qui sont impactés par le phénomène. Donc, les arbres qui sont moyens ou gros, généralement, arrivent à passer ces épisodes qui sont de stress hydrique, par exemple, mais il y a beaucoup d'arbres jeunes qui meurent. Alors, alors le bois mort est récolté, donc ça représente pratiquement 10% des récoltes totales. Donc généralement, c'est du bois qui est coupé dans l'année ou l'année suivante pour pouvoir récupérer le bois et en faire le plus possible du bois d'œuvre, pardon, en faire le plus possible du bois d'œuvre. Alors, ce que l'on constate sur la forêt en France, eh bien, c'est que ces problèmes vont affecter le puits forestier de la forêt. Donc la forêt est capable d'absorber du CO2 et entre la récolte et les phénomènes qui se produisent, eh bien, on a un puits forestier qui va évoluer comme ici. Donc on voit qu'en fait, il remonte et plus on se rapproche de l'axe des abscisses, plus le puits forestier s'annule. Alors ici, on a voilà, courbe verte ici. Donc c'est l'absorption qui est réalisée par la croissance des arbres chaque année. Ensuite, les récoltes qui sont destinées à être brûlées vont produire cette production de CO2. Et puis ensuite, les événements de sécheresse, donc pas forcément impactants, sauf ici. Donc depuis ces dernières années, donc on voit une nette augmentation qui contribue à l'affaiblissement du puits forestier. Sinon, donc on va retrouver donc les tempêtes qui peut impacter le bilan net. Et puis, vous avez également donc, le CO2 qui est contenu dans les sols qui est jugé constant. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, la troisième conclusion, c'est qu'on a une baisse importante, c'est constaté de plus en plus et confirmé, baisse importante de la capacité d'absorption du CO2 par la flore. Voilà, donc je récapitule les trois conclusions qu'on a données. Donc, on a une perturbation substantielle de la biodiversité par les tassements, les mouvements de terrain dus aux engins forestiers. On a une mortalité accrue des arbres, notamment ceux qui sont jeunes. Et puis, on a une diminution mesurable du puits de carbone net en France depuis plusieurs années maintenant. Et ce que l'on constate également, c'est que, donc ça va être important pour ce que je vais dire après, c'est qu'on a une faible proportion du stockage carbone dans les produits bois. Il y a beaucoup de bois, par exemple, en construction, qui utilisent encore du béton. Donc le béton, c'est réalisé avec des procédés énergétiques qui consomment beaucoup d'énergie, qui produisent du CO2. Et on constate une faible proportion donc, de stockage de carbone dans des charpentes, par exemple, choses comme ça. Donc le bâtiment va être incité dans les prochaines années à utiliser davantage de bois pour réaliser ses ouvrages. Voilà, donc là maintenant j'en arrive à la gestion dynamique progressive des forêts. Donc c'est un terme qui est donné, que j'ai trouvé dans un document de l'ADEME, et c'est une nouvelle façon de gérer la forêt dans les années qui viennent. Donc les années qui viennent, c'est une période 2020-2050. Donc c'est une période qui va être découpée en deux périodes, 2020-2035, à peu près. Voilà. Voilà. Une courbe
expliquer le principe. Alors, en fait, il va y avoir deux périodes d'exploitation de la forêt. Il va y avoir une exploitation accrue jusqu'en 2035. C'est-à-dire qu'en fait, volontairement, on va creuser dans le puits de carbone, on va creuser, plutôt le réduire, euh, avec une récolte de bois bien supérieure à ce qu'elle était auparavant. D'accord? Donc ça va avoir pour effet de diminuer le puits de carbone qu'on a vu, donc c'est la courbe verte que je vous ai montrée il y a 2 ou 3 diapos. Et ça, c'est volontaire, c'est entièrement voulu, c'est-à-dire que il va y avoir de plus en plus d'exploitation de récolte pour faire du bois d'œuvre, du bois d'industrie et également du bois d'énergie. D'accord? Mais le bois énergie, s'il va augmenter en volume, sa part ne va pas augmenter. D'accord? Pardon, au contraire. Sa part ne va pas augmenter, elle va augmenter en volume. C'est-à-dire qu'en fait, puisque le bois énergie est une matière qui est récupérée du bois d'œuvre et du bois d'industrie, systématiquement, on va avoir davantage de volume de bois d'énergie disponible qui vont être utilisés. Donc, ce qui est surtout important de comprendre, c'est que dans le projet de l'ADEME, ils veulent développer le bois d'œuvre et le bois d'industrie pour justement stocker le plus possible de CO2 dans ces matériaux et les substituer au ciment, par exemple, dans le cadre du bâtiment, pour faire des... Voilà. Alors, je vous explique un petit peu cette courbe-là. Donc, la première partie ici, donc c'est, on démarre ici à 2020 et ça devrait, ici, là, on est à peu près à 2040, 2045. Donc, il est prévu d'avoir euh, un puits forestier qui va diminuer pendant, on va dire, 10-15 ans. Alors, cette courbe verte ici, c'est la perte. Donc, c'est le manque de séquestration nette accumulé par la forêt. Donc, c'est en fait, puisqu'on récolte davantage de bois, eh bien, on va avoir une perte au niveau de sa capacité d'absorption. Et ensuite, dès 2020, donc il y a des nouveaux usages qui sont mis en place, de nouvelles politiques pour faire deux choses. Alors, c'est les courbes, alors, c'est une qui est en rose, une violet, ça ne se voit pas très bien. Et bon, déjà la première, celle qui est en rose ici, c'est les émissions nettes fossiles évitées par le bois énergie. Bon, ça c'est un petit peu discutable. Et ensuite, celle qui est ici en violet, eh bien, c'est ce qui est stocké pardon, dans les bois matériaux. C'est-à-dire, en fait, pour faire des charpentes, choses comme ça. Et puis, vous avez une troisième courbe, hein, qui est la courbe marron ici, là, qui est en fait, à nouveau, ici, est accumulée dans les produits bois. Donc, en fait, on va de plus en plus proposer des produits réalisés en bois de façon à stocker du CO2 dans des produits en bois qui avant été fabriqués par exemple en métal ou alors en plastique et qui nécessitent des moyens de fabrication qui émettent du CO2. Alors, l'idée de l'ADEME, c'est quoi? C'est à partir de 2035, ben, c'est dire ben, on va stopper cette exploitation accrue de la forêt et on va revenir sur des niveaux stables. Donc, on va rester comme ça. Alors, on verra sur les prochaines diapos qu'il y a d'autres paramètres également qui rentrent en jeu, comme par exemple la création de nouvelles forêts. Et en fait, pour terminer sur la présentation de cette courbe, c'est que puisque on va arrêter de dégrader, on va dire, le puits forestier, donc on va avoir ici un tassement de la courbe verte, hein, et forcément, puisqu'on continue à accentuer ce que j'ai décrit tout à l'heure, eh bien, la courbe va s'inverser et va repasser sous zéro, là, et on va récupérer donc les séquestrations par rapport à voilà. Donc normalement d'ici 2060, 70, 80, eh bien ce qui a été on va dire perdu sera récupéré. Alors je dis 2060, 70, 80, puisqu'en fait le temps de retour carbone, qui est une notion qui est développée par l'ADEME, est un temps de retour carbone avec aucune date, aucune durée calculée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas combien de temps ça va mettre à revenir à une situation à peu près satisfaisante. Donc ça, c'est un point assez extraordinaire de ce modèle-là. Mais bon, j'ai lu
entre le moment où j'ai produit l'article, donc en décembre, et puis fin janvier, donc, ça date d'aujourd'hui, d'autres articles. Donc ça, c'est un phénomène qui est, enfin, c'est un modèle qui est mis en application déjà par, par l'État. En fait, on accentue la production, les récoltes annuelles, on accentue, on appuie sur ce modèle. Alors, est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que ça, c'est vraiment Ah d'accord, ok, je vais aller vite. Mais... oui, d'accord, ok. Alors, donc, je vais revenir donc, sur la gestion dynamique progressive des forêts. Alors, le complément que je vais rajouter à ça, c'est que, donc, vous voyez ici les deux périodes dont j'ai parlé, donc c'est 2020-2035, 2035-2050, avec ce que je vous ai expliqué. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des déprises agricoles. Donc, en fait, ce sont des terres agricoles qui sont abandonnées. Et ces terres vont être transformées en forêt. Ensuite, on va avoir tout ce qui est friches qui vont être également développées en forêt. Et puis, on va lutter contre l'urbanisation des sols de façon à également laisser le stockage du CO2 dans les sols. Voilà. Alors, sur cette diapo, ce qui est important et ce qui est étonnant, c'est de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du modèle de 2015 avec la forêt, ici en vert, qui représente l'essentiel du puits forestier du puits de carbone pardon, en France. Et puis on passe sur cette répartition-là, c'est-à-dire qu'en fait le bilan net reste exactement le même. Et on a par contre la forêt existante qui passe de 56 à 18 suite à l'augmentation des récoltes qui a été faite pendant presque 20 ans. Et les nouvelles forêts donc, qui apportent davantage d'absorption pendant la période 2035-2050. Voilà. Alors, je me suis posé la question de savoir quel était l'intérêt de s'embêter à faire autant de choses pendant presque 30 ans. Alors, moi, ce que j'ai eu comme explication, alors, j'ai pas la réponse complète, c'est vrai que j'interroge davantage de personnes, mais donc là, le bilan net est exactement le même. Ce que j'en ai déduit, c'est que cette opération est simplement faite pour avoir une forêt jeune qui va pousser dans un milieu climatique déjà réchauffé et forcément, ceux qui vont, enfin, les individus ou les spécimens d'arbres qui vont pousser, eh bien, seront des individus qui seront adaptés aux chaleurs plus importantes. Alors ça, c'est une hypothèse, mais donc le débat n'est pas tranché sur l'utilité de ce modèle. Il fait déjà une demi-heure. Oui, alors je me dépêche. Alors pratiquement terminé. Alors, donc ici, on a la gestion dynamique des forêts. Donc le risque, eh bien, c'est qu'on a une augmentation de la présence d'engins forestiers en forêt, et il est précisé dans certaines études une atteinte aux aménités sociales et environnementales. Donc les aménités sociales et environnementales, c'est comme vous avez par exemple des personnes qui manifestent dans la forêt pour dire que les forestiers détruisent la forêt, et ça commence à se voir, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a par exemple des personnes qui sont des forestiers, qui sont là pour exploiter la forêt, qui se font taguer les engins agricoles, les engins forestiers, pardon, pour lutter contre la déforestation. Donc il y a une perturbation des sols qui est accrue, on l'a vu, et puis oui, alors le point fondamental sur ce modèle-là, c'est que, et c'est souligné par des études, notamment de l'Institut for Climatic Economics, qui a étudié la SNBC 2, qui a été reprise par l'ADEME, et donc ils trouvent que c'est pas forcément idiot de penser comme fait l'ADEME, là. Par contre, ils sont très très sceptiques sur la probabilité de transition vers des produits bois qui vont séquestrer le CO2. Donc ça, c'est pas évident que ça puisse fonctionner, puisqu'en fait, il y a besoin d'avoir une adhésion du public sur une demande qui sera celle du marché. Et s'il n'y a pas d'adhésion, forcément, les produits bois vont rester. Et puis, ils ne seront pas commercialisés ou ne sont pas vendus, et ça va s'arrêter. Voilà, donc les conclusions, eh bien, les conclusions dans l'article, vous en avez deux. Donc, nécessairement, pour que ce soit plus simple, donc c'est deux conclusions qui sont celles qui sont défendues par Dominique, à savoir que le bois énergie, eh bien, plutôt que de développer le bois énergie, il serait préférable de développer
la croissance des arbres pour maintenir le refuge forestier. Donc ça, c'est la première position que l'on tient. Et la deuxième position, eh bien, c'est de développer la biodiversité. Alors effectivement, on l'a vu avec le bois énergie, le fait qu'il y ait énormément d'engins, que ça bouge énormément donc, en forêt, eh bien, il y a un tassement des sols qui est inéluctable et forcément, ça impacte la biodiversité. Voilà. Donc, je n'ai pas, on a un petit peu de retard pour développer tout ça. Je vous laisse le lire. Si vous avez des questions sur certains points, on pourra en reparler. Voilà, je vais terminer avec un petit peu de retard.